J'ai réalisé que j'allais peut-être interrompre la lignée. Quelle indignité. Récemment, je me suis fait vasectomiser. Je crois que j'ai payé une trentaine d'euros au total. Combien? J'ai beaucoup été traité d'homme soja, de sous-homme. Bah ouais. Logique, j'assume. J'ai 30 ans, je suis en couple depuis 1 an et demi, j'ai toute ma tête et j'ai décidé de faire une vasectomie. Je suis journaliste chez Street Press. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Ok, let's go. Les peuples de souche européennes sont en voie de disparition. Et si cette dynamique continue, il risque d'être quantité négligeable à l'horizon 2100. Il est temps pour vous de savoir ce que l'évolution démographique mondiale réserve aux Occidentaux. Spoiler, la créolisation est en marche et elle fait pas dans la dentelle. Mais nous, on est là pour la carte vitale. La carte vitale. Entre crise économico-sociale, l'explosion du modèle familial traditionnel, un féminisme toujours plus masculinisant, la propagande écologiste et la repentance éternelle des Occidentaux, leur avenir semble bel et bien compromis. Aujourd'hui, on va voir pourquoi les descendants des lourds poilus n'arrivent même plus à trouver l'énergie vitale de se reproduire, comment le continent le plus prolifique du monde est devenu un repère à fainéants oisifs, dépressifs en surpoids féminisé et sorcières castratrices masculinisées. Et enfin, comment abréger cette impitoyable sélection naturelle qui créolise la France façon Gare du Nord après 20 heures. Mais avant de répondre à ces questions, on va immédiatement poser le cadre. Oui, les populations de souche européennes sont bien en voie de disparition. Pour en témoigner, voici un tableau de l'INED qui présente l'évolution du nombre d'enfants par femme dans les pays d'Europe. Entre 1980 et 2019, les statistiques sont limpides. Quasiment tous les pays sont en chute libre. Prenons l'exemple de l'Italie ou de l'Espagne qui ont des taux inférieurs à 1,3 enfants par femme. Qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre de 1,23 pour l'Espagne par exemple? Eh bien sur une population de 100 personnes. Avec ce taux de natalité, la génération suivante tombe à 56 personnes et la suivante à 21. Donc pour être plus clair avec ce chiffre, en seulement 2 petites générations, en moins de 50 ans, la population est divisée par 5. Et ne soyez pas dupes, ce cas est similaire à quasiment tous les pays occidentaux. Or l'Europe a fini sa transition démographique depuis plus d'1 siècle. Alors comment on peut expliquer cette inexorable baisse de son taux de natalité? On serait tenté de dire que les progrès de la médecine sont les responsables de cette baisse. L'accès à la contraception aide effectivement à réguler les naissances. Mais les moyens contraceptifs sont aujourd'hui quasiment disponibles partout dans le monde. C'est le cas en Israël, en Algérie ou en Argentine par exemple. Et ça n'empêche pas ces pays d'avoir un taux de naissance nettement supérieur à tous les autres pays occidentaux. Donc si les progrès médicaux ont permis une régulation du nombre d'enfants, ils n'expliquent pas la baisse que connaît l'Europe. Ici, on va découvrir les raisons de cette chute de la natalité particulière aux occidentaux. Ou plus vulgairement, pourquoi les blancs ne font plus d'enfants. La société occidentale produit des hommes individualistes coupés de leur famille et des femmes masculinisées dégoûtées de la maternité. Pour comprendre la baisse de la natalité en Europe, il faut s'intéresser au mode de vie européen. Depuis 2 siècles, la classe dominante occidentale a mis en place une société libérale, et plus récemment libertaire. En d'autres termes, vous et moi, nos droits, notre bonheur personnel est un petit peu devenu le cœur de la société, quitte malheureusement à dépasser les intérêts de la communauté. Par exemple, si demain votre femme vous emmerde, pas de souci, vous pouvez divorcer. Si vous vous déclarez queer, trans, gay, pas de souci, l'État vous reconnaît au même titre que les autres. Si vous voulez créer une entreprise ou ouvrir un restaurant ou un bar, vous le pouvez. Donc en soi, c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, ça stimule le dépassement de soi et au cas où, ça peut réduire les discriminations. On va pas s'en plaindre. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette philosophie des droits individuels est poussée à un extrême complètement délirant. J'ai environ 18 ans et je suis une altère persécutrice du système Lune. C'est bien. Avant, l'État ou la religion distribuait des droits et des devoirs. Aujourd'hui, les gens veulent conserver tous les droits, mais sans les devoirs qui vont avec. En France, pendant mai 68 et après dans les années 70, on a vu l'explosion du courant libertaire en philosophie. Et le concept du libertarisme, c'est de rejeter toute forme d'autorité dans la vie publique comme privée. Comme par magie, 10 ans après, 80 intellectuels dont Sartre, Beauvoir, Foucault et bien d'autres signe une tribune pour légaliser la pédophilie. Et c'est aujourd'hui par cette même influence de l'idéologie libertaire qu'on a à la télévision un barbu qui nous explique qu'il n'est pas un homme. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ou que l'État rembourse, entre autres, des opérations de changement de sexe à des adolescents. Les droits des individus surpassent ceux de la communauté. Voilà un petit peu ce qui caractérise l'homme occidental du 21e siècle. Mais alors quel est le lien avec la disparition des peuples de souche européenne? Eh bien cette philosophie individualiste, pour ne pas dire égoïste, a de lourdes conséquences en premier lieu sur la famille. Le modèle familial traditionnel est le ciment de la reproduction humaine. Malgré toute la propagande de l'idéologie dominante,
Parent 1 et parent 2, ça fait pas sortir un enfant. Or depuis 40 ans, les familles monoparentales, les familles recomposées se multiplient. Aujourd'hui, d'après les statistiques de l'INED, 47% des mariages terminent en divorce. Au final, d'après l'INSEE, seuls 66,3% sont éduqués par leur père et leur mère biologique. Et alors, quel est le problème, vous me direz? En fait, il y en a plusieurs. Déjà, sans même parler de la corrélation entre absence du père et délinquance ou arrêt des études, il est évident qu'une génération privée du modèle paternel ou maternel et qui en plus ont connu l'échec du mariage de leurs parents auront beaucoup plus de mal de se projeter dans une vie de famille ou dans un mariage. Des études menées par la statistique publique montrent que les enfants de parents divorcés se marient beaucoup moins que ceux de parents encore mariés. Alors attention, je suis pas en train de dire que l'évolution du mariage de vos parents va décider de votre future vie de famille. Mais l'éclatement du modèle familial traditionnel reste un facteur puissant de réduction de la natalité. Pour mieux comprendre ce phénomène, je me suis intéressé aux statistiques des divorces. Il y en a une qui m'a fait particulièrement tilter. En France, 75%, soit les 3/4 des demandes de divorce, sont faites par les femmes. Statistique intéressante qui me permet d'aborder le nouveau chapitre. J'ai bien surnommé le féminisme. Le fait de me faire stériliser, c'était un geste fort en fait pour interpeller les gens sur deux choses, le féminisme. Bon, avant de démontrer que le féminisme détourne les femmes de la maternité en les masculinisant, on va rappeler quelques fondamentaux. La vie d'une femme vaut en moyenne plus que celle d'un homme. Si, je te garantis. Si on dit les femmes et les enfants d'abord, c'est pas uniquement par galanterie. Si vous mettez 10 femmes et un homme sur une île déserte, vous pouvez être sûr de pouvoir repeupler la Terre assez rapidement. En revanche, si vous mettez 10 hommes et une femme, c'est la guerre totale assurée. Donc ce qui caractérise principalement la grandeur et la beauté de la femme, c'est cette capacité à porter la vie. Or depuis au moins mai 68, le féminisme, notamment celui de Beauvoir, est en train de vider la femme de sa substance. Tout ça pour la mettre sur un pied d'égalité sur le marché du travail avec les hommes. Pour les femmes, ce qu'il y a à atteindre, c'est une émancipation totale, radicale, qui fasse d'elles réellement les égales des hommes à part entière, et que cette émancipation ne peut s'obtenir que par le travail. Il faut que les femmes travaillent exactement d'une manière aussi universelle, que ça soit aussi normal pour elles que pour les hommes, pour que sur les plans intellectuels, psychologiques, moraux, elles puissent également se sentir profondément et de l'intérieur les égales des hommes. La société marchande libérale, poussée à son paroxysme, a induit les femmes à se masculiniser. Et le féminisme est finalement devenu le bras armé de cette société libérale qui pousse les femmes à être en concurrence permanente avec les hommes. Je crois qu'on peut facilement parler d'un féminisme anti-féminin et extrêmement masculinisant. Dans une société où seule la réussite économique et sociale compte, comment voulez-vous que les femmes s'épanouissent dans une vie de famille? Comment voulez-vous même que les femmes s'épanouissent tout court? Car la réussite carriériste dans une entreprise aujourd'hui, c'est sûrement le modèle le plus masculin que la société libérale a pu produire. Et l'idée de la carrière, l'idée du succès d'argent, du succès de domination, devient pour la femme, ça se voit très bien quand on lit certaines revues féministes, l'idéal du succès humain. À mon avis, c'est une défaite épouvantable. Bien sûr, la condition des femmes est précaire. Elle est plus sujet au harcèlement, plus sujet au temps partiel et au poste subalterne. Mais est-ce que l'émancipation de la femme doit passer par sa masculinisation et une carrière professionnelle? Qu'est-ce que les femmes ne doivent pas faire? Pas forcément aller travailler, c'est pas un but en soi. Donc... La conséquence de cette propagande féministe, elle est très simple. On a aujourd'hui une quantité de femmes trentenaires profondément névrosées qui, par les injonctions d'une société qui les met au travail, n'arrivent absolument pas à s'épanouir dans une vie de famille. Alors moi je travaille, j'adore ça d'ailleurs, c'est curieux mais j'adore travailler. Je m'épanouis, je vois plein de gens, je m'enferme pas effectivement dans ma petite famille. Combien de mères de foyers aujourd'hui sont jugées et rabaissées par des bourreaux de travail qui leur disent « mais vous n'avez pas de vie, vous êtes soumise à votre mari ». Alors que ces femmes-là, c'est souvent les premières soumises à leur patron. Et c'est en partie à cause de cette pression permanente qu'aujourd'hui on arrive à près de 250 000 avortements par an pour 700 000 naissances. C'est aussi pour ça, et je conclurai sur le féminisme avec cette statistique, 80% des changements de sexe sont des femmes qui veulent devenir des hommes. Parce que oui, bien sûr, on sait que l'homme se féminise. Mais en vérité, ceux qui passent le pas sont une petite minorité, face à l'écrasante majorité de femmes qui veulent devenir des hommes. Et le plus terrible dans tout ça, c'est que l'État prend en charge ces opérations. Ce sont nos cotisations qui financent ce dégueulasse. Pourtant, l'État veut notre bien. Pourquoi est-ce qu'il ne permet pas aux femmes de s'épanouir réellement? L'État et ses dirigeants ne sont pas au service de notre bonheur ou de notre pérennité.
Ils se contrefoutent que vous ayez une grande famille et la maison au bord du lac. Ils sont au service de leurs propres intérêts et de ceux qui les financent. Pourtant, à l'origine, l'État c'est une tribu qui est elle-même une famille élargie. Quand cette grande famille se porte bien, elle a des projets communs et fait des enfants. Quand elle se porte mal, elle disparaît à petit feu. L'État français est actuellement un petit peu dans cette situation. Elle ne fait plus de projets communs, elle n'est plus une grande communauté de destin prêt à conquérir le monde, mais plutôt une petite entreprise gérée sur le grand marché mondial au sein de l'Union européenne. Alors notre bonheur fait de soleil et d'eau fraîche dans une belle vie de famille, c'est pas vraiment son problème. Les pays occidentaux sont aujourd'hui tellement endettés qu'ils rejoignent souvent ce que la société marchande exige. Donc pour être plus clair, ils veulent des personnes interchangeables. Hommes, femmes, Français, étrangers, on s'en fout. L'important, c'est que tu cotises un peu et que tu consommes beaucoup. L'homme nouveau que façonnent les sociétés occidentales n'a pas d'enfant. Bah oui, pourquoi faire? On va payer une femme à être en congé maternité. En fait, il n'y a rien qui différencie un homme et une femme, c'est une construction de société. Il n'a pas de vie de famille non plus. C'est une personne dénuée de responsabilité. Il est intégralement sous perfusion. J'ai fait le choix de ne pas faire d'enfant pour pouvoir vivre ma vie... Une vie qui me ressemble en fait. Et une vie de couple aussi. Et une vie de couple, oui, en plus, oui. Non mais... L'État lui fournit de quoi vivre et lui dit quoi penser. Ou plutôt ne pas penser. Sa nourriture est pourrie de perturbateurs endocriniens, et s'il est addict à la drogue et au ma foi, c'est encore mieux. Bah oui, on fait pas de révolution quand on est défoncé. Mais vous fumez, monsieur. Et ce nouvel homme est un conformiste né. La médiocrité lui va parfaitement et il fuit l'engagement comme il fuit les responsabilités. Je pense pas que j'en veuille. Parce que c'est un engagement sur un trop long terme, mais j'aime pas l'engagement. C'est profond ça. Je suis beaucoup trop égoïste pour donner tout mon temps et mon attention à un enfant. C'est pas vraiment compatible avec le boulot que je veux faire. Je me vois déjà même pas me poser à un endroit genre 5 ans ou 6 ans. Pour finir, il est plutôt à tendance égoïste. Comprenez, à 35 ans passés, il faut encore pouvoir profiter de sa jeunesse. C'est quelque chose que quand je serai grand. Mais je vais avoir 37 balais, donc c'est quand même peut-être pas tardé. Hein. Devenir responsable d'un enfant est la dernière chose qu'ils veulent dans leur vie d'hédoniste, où plaisir rime avec consommation et irresponsabilité. Je n'aimerais pas que la dynamique change pour une vie de famille, ça me semble être trop de contraintes, trop d'impératifs financiers. Devoir faire l'impasse sur trop de désirs, une vie c'est pas assez à mon sens pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Bien sûr, ce nouvel homme est une caricature, mais qui correspond de plus en plus aux femmes et aux hommes occidentaux. Cerise sur le gâteau, l'ultime cadeau de l'État, s'il a la chance d'être bien né, le nouvel homme dispose d'un éventail de ménagères, de domestiques, de chauffeurs, de cuisiniers, tous importés des pays en pleine explosion démographique, donc tout ça à moindre frais. Eh oui, l'État pense à nous. Comment va-t-on renouveler une population quand les femmes françaises de souche font en moyenne 1,3 enfants? Et qui va payer les retraites de nos joyeux boomers? Le vieillissement de l'Europe fait que, à terme, on aura besoin, et de plus en plus besoin, d'immigrés pour payer nos retraites. C'est aussi simple que ça. L'immigration massive nous ouvre grand les bras, et l'État français l'épouse bien volontiers. La France n'est ni blanche, ni catholique. Non, non, surtout pas, surtout pas. Non, la France, elle est Macron. Faut bien dire qu'en France, les femmes d'origine subsaharienne font en moyenne 3,5 enfants par femme. De quoi équilibrer la balance. Mais alors il paraît que certains occidentaux s'opposent à cet enrichissement culturel et monétaire considérable. Si j'en crois les fact-checkers, il s'agit de racistes. Tiens d'ailleurs, en Occident, pourquoi dès qu'on émet un doute sur l'immigration, on est traité de raciste? Depuis 40 ans, les Occidentaux ne cessent de se repentir d'un passé prétendument esclavagiste, raciste, génocidaire. Parallèlement, les crises économiques successives et la propagande écolo découragent la jeunesse d'avoir des enfants. Je crois fermement qu'on va tous mourir d'ici 2050. Si j'étais un enfant d'aujourd'hui, je comprendrais pas pourquoi mes parents m'auraient fait, et du coup, j'ai pas envie que mon enfant pense ça non plus. J'ai des engagements écolos qui font que je me pose la question. Il y a beaucoup de gens déjà dans la planète, pourquoi tu vas avoir ramené un gosse? Ce petit être qui a rien demandé, qui va devoir en prendre plein la gueule. C'est honteux! Coupés de ses racines et sans perspective d'avenir, les Blancs renoncent aux enfants et se sentent les responsables de tous les maux de la Terre. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus, c'est au-delà de mes forces. N'en déplaise aux laïcs et aux bouffeurs de curés, la morale chrétienne influence encore considérablement l'Occident. La charité, la miséricorde, la tolérance sont encore des valeurs mises au pinacle dans tous les pays occidentaux. Mais dans une société où la religion n'est plus qu'une vieille relique, où Dieu et son message sont soignés,
soit dévoyée au profit d'idéologies décadentes. Voici les 4 choses qui vont changer dans l'Église catholique en 2023. Le service du pauvre et l'engagement pour l'écologie intégrale ne seront plus une option, mais un choix évident de cohérence. Nous avons de nombreux défis devant nous, comme l'accueil de la communauté LGBT ou des migrants. Non. Comment ces belles valeurs de tolérance et de repentir sont traduites dans la réalité? Elles le sont malheureusement d'une part en considérant tout ce qui est étranger comme des petits êtres bons à protéger. On le voit très bien dans toutes ces ONG ou toutes ces aides aux migrants tenues par des gens qui étrangement ne veulent surtout pas d'enfants. Et d'une autre part, ces valeurs chrétiennes privées de Dieu ont encouragé les Occidentaux à considérer tout ce qui est familier comme potentiellement suspect et dangereux. Ça se concrétise aujourd'hui par le rejet de nos traditions, mais aussi par une suspicion de tous ceux qui émettent un petit doute sur l'immigration, par exemple. La sécularisation du christianisme en Occident a retourné la culpabilité chrétienne contre les Occidentaux. Ce sentiment de culpabilité, on le retrouve aujourd'hui extrêmement implanté dans l'État et dans l'éducation nationale. Les instituts laïcards à forte tendance trotskiste ne cessent d'apprendre aux enfants à être repentants. Alors que ce soit sur les croisades, où les méchants blancs chrétiens sont allés tuer les gentils musulmans, que ce soit Napoléon qui a remis l'esclavage, ou pire encore, l'infâme collaboration. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut être dans un roman national chauvin où toutes les petites tâches de l'histoire doivent être effacées à tout prix. Mais aujourd'hui, on arrive à un niveau de repentance et de flagellation de notre histoire que les enfants sont dégoûtés de l'apprendre. Et je parle même pas de l'immigration récente qui, alors là, quand ils apprennent ça, crache sur la France avec encore plus de véhémence. La France, ils nous ont colonisés. Aujourd'hui, c'est nous, on les colonise. Regarde le micro. On doit quelque chose à la France, mais qu'est-ce qu'on doit en fait? Qu'est-ce qu'on doit en fait? On va tuer la France. C'est à nous. Puis sous le ministre Pape Ndiaye, la repentance est un peu devenu le couplet favori des instits. Il n'est aujourd'hui plus possible en France d'affirmer de la fierté pour son histoire sans se prendre les foudres bien pensantes et politiquement correctes d'une pleureuse repentie. Gilles Verdès, pour vous, il fallait pas le célébrer, Napoléon? Pas du tout. Ni le commémorer, ni le célébrer, parce que c'est la même chose. Franchement, il a rétabli l'esclavage. C'est un boucher. Il faut s'intéresser à Napoléon. C'est une honte ce qu'on fait aujourd'hui. On devrait s'excuser d'avoir eu Napoléon dans notre patrimoine historique. Or, quand la transmission de l'héritage passe par un sentiment de repentir et de honte, quand la moindre fierté doit être tempérée par des courbettes à l'étranger, quand le seul regard que les Français peuvent porter à leur passé est un regard de défaite, comment voulez-vous que les Occidentaux puissent transmettre leur héritage à leur descendance? Comment voulez-vous même que les Occidentaux puissent transmettre leur héritage tout court? Venez ajouter à ça le mouvement wokiste. Ah, bah il fallait bien qu'on en parle des woke. Eux qui n'hésitent pas à accabler les Occidentaux de tous les maux de la Terre. Selon leur idéologie, l'homme blanc est responsable de tous les malheurs du monde. Invention du racisme, de l'esclavagisme, des génocides, des guerres, des moustiques, des requins blancs. Bah, les blancs. Pourquoi pas. Et pour finir de le culpabiliser, le woke n'hésite pas à accabler l'homme blanc, l'occidental, d'un fameux privilège blanc. Est-ce qu'il y a un privilège blanc en France? Oui, je suis privilégié. Que le privilège blanc, ça existe. C'est pas un mythe. Les hommes ont énormément de privilèges. Et ils en ont encore plus s'ils sont blancs, s'ils sont hétérosexuels. Et ferme ta gueule, seul. Terrorisés d'être l'engeance du diable en personne, certains occidentaux n'hésitent pas à passer le pas. Vasectomie sans enfant, histoire de couper le mal à la racine. Je suis journaliste chez Street Press, j'ai 30 ans, je suis en couple depuis 1 an et demi, j'ai toute ma tête et j'ai décidé de faire une vasectomie. Récemment, je me suis fait vasectomiser, je ne voulais pas d'enfant. Lorsque je me suis fait stériliser, j'avais 29 ans. Qu'en est-il du futur? Est-ce que toute cette repentance et toute cette culpabilité peut au moins servir à créer un futur plus glorieux? Non, certainement pas. Les Occidentaux n'ont jamais eu une vision aussi catastrophique de leur futur. Moi, je suis tellement stressée, il n'y a pas une semaine où je suis pas en bad total sur comment on va vivre. Et du coup, je me vois pas mettre un enfant au monde là-dedans. Je considère qu'il y a trop d'êtres humains sur Terre. J'ai pas envie d'en avoir parce qu'il y a trop de monde sur Terre. C'est pas vraiment pertinent, je pense, d'ajouter plus d'humains à ça. Et j'ai pas envie de mettre un petit pollueur, parce que même si je l'élève de façon végane ou j'en sais rien, il sera quand même là. À vrai dire, on comprend un peu pourquoi, hein. Le coût de la vie qui fait qu'augmenter, crise économique, crise migratoire, crise sanitaire, il est évident que ça n'encourage pas la population occidentale à procréer. Mais la baisse de la natalité en Occident, on l'a vu, a commencé dès les années 80. Ce serait un peu trop simple d'expliquer que par des raisons récentes. En vérité, la crise la plus brutale qui touche actuellement l'Occident, c'est une crise spirituelle. Une absence totale d'espérance en l'avenir. J'ai pas vraiment la volonté d'avoir un enfant dans un monde qui peut être amené à disparaître. Il y a le fait de me dire, moi quand je vais mourir, il n'y aura plus rien après moi. Je ne veux pas mourir en me disant, je laisse des enfants ou des petits-enfants, et je laisse dans la merde que ça va être.
Tu vois, je me dis après moi c'est terminé, tu vois. Et le dernier grand responsable de cette crise, c'est l'écologisme. Alors le lobby écolo, c'est très simple, il est téléguidé par le GIEC et qui est financé par les mêmes qui financent le wokisme. Trouvez l'erreur. Et ben le GIEC nous dit que les êtres humains sont un poison pour la Terre. Est-ce qu'il faut s'étonner ensuite qu'il y ait des mouvements comme les child free qui incitent la population à ne plus avoir d'enfants? Moi, je me définis comme une personne child free, donc sans enfant par choix. Lorsque je me suis fait stériliser, j'avais 29 ans. Mon conjoint a accepté de faire la vasectomie. Dans la vie, j'ai envie de me définir par autre chose que d'avoir des enfants. La propagande écologiste est un terrorisme intellectuel souvent lié au wokisme qui détourne les occidentaux des vrais problèmes sur lesquels ils peuvent véritablement agir au profit d'une défense très conceptuelle de la planète. Ma génération ne cesse de dire on va défendre la planète, mais ces gens sont souvent incapables de se protéger eux-mêmes ou ceux à qui ils tiennent. Et convaincus que le futur sera bien pire que le passé, ils se résignent à la mort lente sans procréer. Est-ce que ce phénomène est une fatalité? Les Caucasiens du continent boréal et d'outre-Atlantique sont-ils vraiment condamnés à disparaître? Finalement, malgré tout le confort matériel qu'offre la société marchande libérale, la crise spirituelle qui frappe l'Occident ne cesse de grandir. Alors que le monde entier connaît une démographie galopante, les Occidentaux rencontrent, eux, une baisse alarmante de leur population. En Occident, Dieu s'est fait cancel. Il a laissé place à des valeurs creuses et aux profits financiers. Le sens du sacrifice et de l'honneur ne sont plus à la mode. C'est vrai, après tout. Pourquoi faire l'effort de devenir parent alors que je peux jouir d'une adolescence éternelle? Et puis papa et maman. Quel concept réactionnaire. Parent 1 et parent 2 feront bien mieux l'affaire. À vrai dire, c'est pratique si maman devient parent 2. Elle va pouvoir bosser comme parent 1, parce qu'au final, on est tous égaux, n'est-ce pas? Alors que l'État nous branche sous perfusion et programme notre remplacement, il garantit notre docilité en agitant les chimères d'une liberté abstraite et toute conceptuelle. L'idéologie dominante vous déconstruit, repentant, soumis, honteux de votre passé et frileux face à l'avenir. Réunir deux êtres qui s'aiment pour former cette sublime trinité qu'est la famille tient presque de l'ordre du miracle dans ces conditions bien amères qu'offre la société moderne. Mais quantité ne fait pas office de qualité. La réduction de la population occidentale est inquiétante à bien des égards, certes, mais la grandeur des peuples a toujours tenu plus à leur génie qu'à leur nombre. Un homme seul peut renverser le cours de l'histoire, un homme peut changer le destin de son peuple. Alors est-ce que l'Occident qu'on connaît vit ces dernières heures? Peut-être. N'est-ce pas dans l'ordre des choses? Son héritage marquera à jamais la face du monde et ses héritiers, qu'ils soient génétiques ou spirituels, seront plus conscients que personne des pièges que tend le monde moderne à la pérennité du genre humain. Si certains rechignent à perpétuer leur héritage parce que le climat ou parce qu'ils ne s'aiment pas, grand bien leur face. Mais nous, mes amis, ne nous laissons pas abattre par la décadence ambiante. Regardons notre passé avec les yeux glorieux de la victoire. Soyons conscients de tous les pièges qui nous détournent de la vérité. Nous ne devons pas voir l'argent comme le but ultime de notre vie. C'est l'argent qui viendra à nous lorsque nous accomplirons ce pourquoi nous sommes faits. Et lorsqu'on est un être accompli, lorsqu'on se sent à sa place, avoir des enfants est bien de l'ordre de l'évidence.